سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. سأكتب شعري الباكي بدمع القلب للحبر أسطره على كبدي وأترك دفتر الشعر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heureux de vous retrouver afin de partager avec vous cette nouvelle et présente vidéo dans laquelle nous allons évoquer une vidéo qui a été réalisée par Aldo Sterron. Donc c'est la première fois que j'évoque des vidéos réalisées par Monsieur Aldo Sterron qui s'intitule Des Algériens en papier. Des Algériens en papier. Alors moi étant d'origine algérienne, je ne sais pas si je suis en papier ou en carton ou en métal ou en chair et en os, je ne sais pas. Laissez parler l'été papier, à l'occasion papier chiffon, restez un soir papier buvard, vous consoler. Je ne sais pas sur quel critères, on va essayer de le comprendre en tout cas. Je ne sais pas sur quels critères Aldo Sterron pour juger qui sont les Algériens en papier et qui ne sont pas en papier. Lesquels sont en papier, lesquels sont d'une autre matière. Alors vraisemblablement, il s'agirait, les Algériens en papier, il s'agirait des Algériens islamistes, donc entre autres moi. Et nous sommes là pour justement écouter Aldo Sterron et essayer de comprendre ce qu'il a à transmettre. Alors bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écouteraient pour X ou Y raison cette présente vidéo. Alors il s'agit donc d'une vidéo intitulée Des Algériens en papier qui est très courte puisqu'elle dure 14 minutes et 43 secondes. Au moment où j'ai commencé à prendre des notes, il y avait 9784 vues. Ça remonte à quelques jours, au moins 2 jours me semble-t-il, au moins. Il y avait 140 personnes qui ont apprécié cette vidéo, qui ont liké cette vidéo, et 21 personnes qui n'ont pas apprécié cette vidéo, qui l'ont fait savoir en mettant le pouce en bas. Alors, j'ai écouté cette vidéo, et il me semble que dans cette vidéo, il y a un certain nombre de propos... qui me semblent inexacts. Et nous allons voir, justement, on se retrouve ici, afin de voir et de comprendre quels sont ces propos. Alors, il y a 4 passages, j'ai extrait 4 passages de cette vidéo, et nous allons faire comme à notre habitude, c'est-à-dire écouter au fur et à mesure des différents passages qui vont être ponctués de mon intervention, afin de... J'apporterai un commentaire donc au propos de Aldo Sterron. Alors comme je l'ai dit, c'est la première fois que j'interviens concernant Aldo Sterron. Je ne connais pas du tout ce monsieur. J'ai eu l'occasion de survoler ses vidéos pour la simple bonne raison que moi je suis, entre guillemets, je suis spécialisé dans le cirque Zabata. Et donc j'avais survolé ces vidéos et à premier abord comme ça, c'est pas quelqu'un qui est dans le, qui fait partie du cercle Zabata. Et il évoque des sujets en rapport avec l'islam, etc. Mais bon, c'est pas quelqu'un qui
On peut considérer que c'est pas quelqu'un qui est là pour manipuler les musulmans, etc., comme le cirque Zapata. Donc c'est pour ça que je me suis jamais intéressé, pas plus que cela, à Aldosteron. J'avais partagé une fois une vidéo dans laquelle il évoquait les conflits après la mort du prophète Mohammed alayhi salam. Cette vidéo m'a semblé tout à fait correcte. Il a fait, en fait, dans cette vidéo, il a fait que répéter ce qu'il avait écrit dans différents livres de sources dits, entre guillemets, sunnites. Donc j'avais écouté cette vidéo, il n'y avait rien de particulièrement inexact, et donc j'avais partagé cette vidéo. Et là, je suis assez étonné, puisque je pensais avoir affaire à une personne qui, compte tenu de ces critiques formulées à l'égard d'autrui, et parfois à juste titre, je sais pas, je l'avais mis quand même, je lui avais apporté un certain crédit en matière de, voilà, c'était pas la personne qui était là pour dire tout et n'importe quoi, pour manipuler, etc. Je pensais avoir affaire à quelqu'un qui était là, bon, qui connaissait pas très bien la religion. Néanmoins, lorsqu'il évoquait des sujets, il essayait d'avoir des informations sur le sujet, et qui avait une certaine entre guillemets, tenue, qui savait se tenir. Et lorsque j'ai écouté cette vidéo des Algériens en papier, j'ai constaté, en fait, qui disait des choses qui étaient complètement inexactes, déjà, mais aussi qui tenait des propos insultants. Des propos insultants. On peut pas appeler ça autrement, nous allons voir lesquels. Et là, son image a été quelque peu dégradée. Puisque bon, moi je veux bien comprendre les gens qui ne partagent pas l'avis d'un tel, je veux bien comprendre les gens qui sont contre l'islam, je veux bien comprendre beaucoup de choses, énormément de choses, mais je pense que on se doit d'être honnête. La moindre des choses, c'est d'être honnête. Lorsqu'on critique quelque chose, lorsqu'on critique quelqu'un, lorsqu'on critique une religion, il faut être honnête. Il faut éviter de mentir. C'est même pas qu'il faut éviter, il ne faut pas mentir, il ne faut pas déformer, il ne faut pas inventer, il ne faut pas mettre les pieds là où on ignore, où on n'a pas la maîtrise du sujet qu'on va aborder, parce qu'on pourrait dire des choses inexactes, porter préjudice à autrui, etc., etc., etc. Alors, dans cette vidéo des Algériens en papier, j'ai constaté, qu'il était extrêmement insultant, et je vais dire pourquoi, et de deux qui disaient des contre-vérités manifestes, évidentes. Et c'est ce qui m'a justement conduit à réaliser cette vidéo pour apporter une réfutation aux propos qu'il a tenus. Alors il s'avère que hier, j'ai vu une vidéo, j'ai écouté sa vidéo, puisqu'elle est aussi courte, qui évoque Khalid ibn Walid radiyallahu anhu. Et dans cette vidéo, qui est beaucoup plus théologique, enfin sur le sujet en tout cas, qui est beaucoup plus théologique sur le sujet que des Algériens en papier, il parle de Khalid ibn Walid, comme la vidéo est intitulée, le titre je m'en souviens plus, mais on verra ça tout ça en détail la prochaine fois, Inch'Allah. Et là, j'estime qu'il est, à mon sens, il est pas bien intentionné. Voilà, je le dis comme je le pense, je le dis sincèrement. Il me semble qu'il soit motivé par autre chose que la vérité, que le fait de condamner des injustices, que le fait de condamner des comportements barbares, que le fait de condamner, enfin, ce qui est condamnable de façon universelle. C'est-à-dire des crimes, des tortures, des viols, etc., etc. J'ai écouté sa vidéo, on va pas s'étaler dessus, mais bon, j'aimerais dire deux mots, et ce qui, justement, m'a incité à mettre davantage
la main à l'œuvre concernant cette présente vidéo, puisque lorsque j'écoutais la deuxième vidéo, j'ai pu constater qu'il ne s'agissait pas justement d'un faux pas, qu'il ne s'agissait pas justement entre guillemets d'une erreur de parcours, etc., d'une contre-performance, etc. Il s'agissait réellement, parce que c'est entre guillemets récidive, lorsqu'il a évoqué Khalil Walid dans sa vidéo, il est complètement à côté de la plaque. Il est complètement à côté de la plaque. Mais vraiment complètement à côté de la plaque. Alors, ça peut arriver à n'importe qui d'être à côté de la plaque. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais encore faudrait-il avoir fait le minimum de la démarche. C'est-à-dire avoir lu depuis... faut que ce soit le domaine de la personne pour qu'on puisse évoquer un sujet théologique. Il ne s'agit pas de prendre un livre, de feuilleter 2 pages et de venir et commencer à et donc dans cette vidéo là non seulement c'est insultant à l'égard de Khalil Walid, puisque sa vidéo, si ma mémoire est bonne, s'intitule Héros, Khalil Walid, héros ou crapule, déjà, donc c'est extrêmement insultant, premier des points. Alors, si c'était justifié, si ensuite il justifiait le pourquoi de ce titre, bon, même si je ne suis pas pour l'insulte, mais bon, pourquoi pas, s'il s'agissait réellement d'une crapule. Bon, il a des éléments, il a des informations, il a un dossier sous le bras, voilà, et je l'ai insulté de crapule parce que c'est une crapule. On m'a dit que moi je qualifie Tariq Ramadan d'hypocrite ou de mécréant, j'ai un dossier sous les mains et je l'assume. Mais lorsqu'on écoute sa vidéo, on se rend compte déjà qu'il est complètement novice dans le domaine, mais alors complètement, il vient d'arriver, complètement. Ce qu'il dit, non seulement c'est complètement altéré, déformé, et sur certains points, complètement inexact. Et c'est pourquoi que lorsque j'ai écouté cette deuxième vidéo, je me suis dit, là Aldo, il déconne. Là, je me suis dit, Aldo, il déconne. Là, il se permet, justement, il fait ce que lui-même reproche aux autres. Il fait ce que lui-même reproche aux autres. C'est-à-dire, voilà, il critique souvent les Arabes, les Algériens, l'islam, la barbarie, le mauvais comportement, etc. Il fait exactement ce qu'il reproche aux autres. C'est aussi simple que ça. Et ça, Inch'Allah, on le verra dans la deuxième vidéo. Alors, revenons au sujet initial. Donc, il s'agit donc de la vidéo des Algériens en papier. J'ai extrait 4 passages, vidéo qui dure, donc qui est très courte, 14 minutes 43 secondes. J'ai extrait 4 passages de sa vidéo et nous allons l'écouter, Inch'Allah, au fur et à mesure. Alors, ce que je vous propose, frères et sœurs, c'est que nous allons d'abord écouter le premier passage, qui commence à 3 minutes 38 secondes et qui termine à 5 minutes 30 secondes. Donc, écoutons Aldostérone dans ce premier extrait. On se retrouve immédiatement ensuite, Inch'Allah, pour le commenter. Donc, la parole à Aldostérone. Alors oui, hier j'ai vu une vidéo où il y avait des Algériens. Les Algériens, je vais mettre ça entre guillemets. Je vais vous raconter. Ils prêtaient allégeance, n'est-ce pas, au califat. Donc des Algériens qui renient l'existence de leur pays, qui renient l'existence de l'Algérie, et puis qui prêtent allégeance à un voyou qui est chef d'une bande de voyous qui a choqué l'humanité sur les 2 hémisphères, toutes les cultures confondues, qui les a choqués par les horreurs qu'elle est en train de commettre. Eux, ils approuvent et ils prêtent allégeance à ces gens-là. Ils prêtent allégeance à ce calife qui se dit l'émir des croyants. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc. Ça vient de la culture chiite, mais on trouve aussi les traces de cela chez les sunnites. Vous savez, les personnes qui se disent émir des croyants, vous savez ce qu'on dit d'eux en arabe? On dit mankouh. Il y a des sources. Parce que d'après les livres les plus sacrés de l'islam, d'après les sources les plus solides, toute personne qui se déclare émir des musulmans est un mankouh. Mankouh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser. Voilà.
pour être poli. Il n'y a pas un qui a déclaré qu'il était émir des musulmans et qui ne se faisait pas sodomiser en cachette. C'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, dans ce premier passage, nous avons entendu Aldosteron nous dire ce qui suit. J'ai vu des Algériens, je vais mettre ça entre guillemets, qui prêtent allégeance au calife, donc au calife Baghdadi, donc des Algériens qui renient l'existence de leur pays, qui renient l'existence de l'Algérie, et qui prêtent allégeance à un voyou, qui est dans une bande de voyous, et qui a choqué l'humanité, etc. Ensuite, il nous dit, il a choqué l'humanité par les horreurs, qui est en train de commettre, etc. Il a prêté allégeance au calife qui se dit l'émir des croyants. Ils ont prêté allégeance au calife qui se dit l'émir des croyants. Il poursuit, en nous disant ce qui suit, je vais vous dire un truc, ça vient de la culture chiite, mais c'est aussi chez les sunnites. Vous savez ce que l'on dit de ceux qui se disent émirs des croyants. Point d'interrogation. On dit d'eux, ce sont des mankouh. Mankouh. Il y a des sources, d'après les livres d'après des livres solides de sources, sacrées de l'islam, d'après les sources les plus solides, toute personne qui se déclare émir des croyants est un mankouh. Mankouh, donc là, il va nous expliquer ce que ça veut dire mankouh. Mankouh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser. Pour être poli, il n'y en a pas un qui s'est déclaré émir des musulmans et qui ne s'est pas fait sodomiser en cachette. Mais, il conclut par ces mots, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Point. Fin de citation. Alors, on va faire un résumé de ce qu'il a dit. Dans cet extrait, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il dit, j'ai vu des Algériens, je vais mettre ça entre guillemets, ce ne sont pas des vrais Algériens, qui ont prêté allégeance au calife Baghdadi. Donc des Algériens qui renient l'existence de leur pays, qui renient l'existence de l'Algérie. Stop. Arrêtons-nous à ce moment pour le commenter. Donc là, il nous dit que des Algériens qui ont prêté allégeance au calife et qui donc renient l'existence de leur pays, qui renient l'existence de l'Algérie. J'aimerais savoir en quoi, lorsqu'un Algérien ou un Marocain ou un Tunisien ou peut-être un Français, un Allemand, un Suédois, un Australien, un Chinois, un Japonais, un Coréen prête allégeance de confession musulmane, prête allégeance à un calife, que ce soit Baghdadi ou à l'époque Omar ibn Khattab ou etc., en quoi cela fait de cette personne, on est chez les Algériens, on va voir chez les Algériens, en quoi cela fait de l'Algérien quelqu'un qui a renié, comme il le dit, l'existence de son pays. L'existence de l'Algérie, en quoi? Lorsqu'on fait allégeance à un calife, peu importe qui est-il, peu importe son origine, peu importe l'origine de la personne qui fait allégeance, en quoi cela conduit au fait qu'on ne reconnaît plus notre pays d'origine? En quoi? Si moi, aujourd'hui, je suis algérien, et que demain, je déciderai, pour X ou Y raison, de faire allégeance à Baghdadi ou à quelqu'un d'autre, est-ce que cela veut dire, est-ce que cela me conduit à renier l'existence de l'Algérie? En quoi? Je vois pas le rapport. Je vois vraiment pas le rapport. Donc les gens qui ont fait allégeance, ou les gens qui feront allégeance à tel ou tel calife, en quoi ils renient l'existence de leur pays? Je vois pas le rapport. Ils font allégeance à une autorité. Faire allégeance à un calife, c'est faire allégeance à une autorité islamique. Comme d'autres vont voter pour Bouteflika et d'autres vont voter ici et là. C'est exactement la même chose.
Les gens qui ont voté Boutef ou les gens qui ont voté pour tel et tel, je veux dire, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Seulement, à la seule différence que ceux qui font allégeance, entre guillemets, à un étranger, à un non-algérien, parce qu'on parle de l'Algérie, servons-nous de l'Algérie et des Algériens comme prototype, entre guillemets. Donc, à la seule différence que l'Algérien qui va faire allégeance à un calife dans tel ou tel pays, cet Algérien ne prend pas en considération la race pour reconnaître son leader, son chef d'État. Il ne reconnaît pas la race. Contrairement aux Algériens qui, eux, seuls un Algérien peut diriger des Algériens. Donc là, déjà, on se pose une question, qui est dans le bon, qui est dans le mauvais, qui est dans le vrai, qui est dans le faux? Est-ce que c'est la personne qui est d'origine algérienne et qui prête allégeance à un étranger, entre guillemets un étranger d'une autre origine, mais néanmoins ils sont liés par le même code coranique et prophétique. C'est ça qui les lie. Ils ne sont pas liés par la race, par le nationalisme, par le drapeau, par ceci ou par cela. Ils sont liés par le Coran et la Sunna. Le souci de la justice selon le Coran et la Sunna, etc. etc. Est-ce que c'est celui-là qui est fautif? Ou est-ce que c'est l'Algérien qui se limite, lui, à son pays et que c'est seul un Algérien peut diriger un Algérien, c'est l'Algérie, c'est le code pénal algérien, etc. etc. C'est qui, selon le bon sens, est plus proche de la logique, voilà, du bon sens, de la justice, de la moralité, etc., etc. À mon sens, à moi, et sans avoir besoin de regarder à 2 fois ou à 3 fois dans le Coran, il est évident que c'est celui qui va faire allégeance, qui ne se soucie pas voilà, du problème de la race, de l'ethnie, du villageois, du drapeau, et machin, et machin. Pour moi, c'est tout à fait clair. Donc déjà, là, pour commencer, il fait un parallèle où il n'y a pas de parallèle à faire, parce que je peux très bien, moi, faire allégeance, comme j'ai dit, à une autorité. On va enlever Baghdadi parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, voilà. Un calife, stop, une autorité. Et je suis algérien, et je ne renie pas mon pays. Mais lorsque je dis pays, pour moi, c'est juste le pays de mes parents, les pays de mes ancêtres, mais ça reste la terre d'Allah, ça reste... voilà. Donc il y a une certaine nostalgie, il y a une certaine histoire, il y a une certaine empreinte en moi-même par rapport à cet endroit bien précis de la planète, mais voilà. Au-delà de ce petit bout de terrain qui est l'Algérie, il y a le Coran, il y a la Sunna, il y a la Charia, etc., qui nous dictent nos droits, nos devoirs, nos obligations, les interdictions, etc., etc. Donc, voilà. Donc là, il fait un parallèle où il n'y a pas de parallèle. Donc là, ça n'a aucun sens. Donc, voilà, il n'y a pas de... ça n'a aucun sens. Vraiment, véritablement aucun sens. Ou alors, si on doit lui accorder un sens, on devrait s'arrêter au fait qu'il faut, selon lui, rester dans cet état d'esprit qui, un Algérien doit être dirigé par un autre Algérien, etc., dans l'Algérie, avec le drapeau algérien, à manger du couscous algérien, voilà. Donc voilà, cet état d'esprit voilà, qui n'est pas très, et c'est le moins qu'on puisse dire, exemplaire. Donc là, c'est la seule hypothèse. Mais sinon, si on se laisse diriger par le bon sens, la logique, et davantage par les textes, ça on met à la poubelle. Ça on met à la poubelle. Donc déjà, il y a aucun rapport, et de 2, la vérité est plus du côté de l'Algérien qui reconnaît son autorité selon la question de la piété, selon la question du Coran qui dit qu'il n'y a pas de frontières, etc., 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 que le petit Algérien qui, voilà, puis surtout lorsqu'on sait qui dirige, enfin, il ne doit pas avoir beaucoup d'Algériens heureux. Donc cette histoire de nationalisme, etc., bon, elle n'a pas, comme on va le voir, elle n'a pas apporté beaucoup de joie et de chaleur dans les foyers algériens, mais aussi marocains, tunisiens, etc., etc. Je pense que sur cette question, il n'y a pas lieu de s'attarder davantage. Je pense que ceux qui encore mettent en avant le nationalisme, etc., etc., c'est un peu... bon. Bref. Ça, c'est le premier point. Le deuxième des points, il dit...
et qui ont prêté allégeance à un voyou, dans une bande de voyous, qui a choqué l'humanité, à un voyou. Alors, moi, je veux bien, qui qualifie, ce n'est pas réellement une insulte, mais qui qualifie Baghdadi ou, encore une fois, quelqu'un d'autre, peu importe, il ne s'agit pas de peu importe, de voyous. Moi, je veux bien, avec une bande de voyous. Alors, moi, j'aimerais savoir, qu'est-ce que Baghdadi a volé à l'Osteren? Est-ce que Baghdadi lui a volé quelque chose pour qu'il puisse se qualifier de voyou? C'est que, ou bien il doit voler quelque chose à lui, il doit voler, je sais pas moi, son auto, ou il doit voler son téléphone portable, ou il doit voler quelque chose. On qualifie pas les gens comme ça de voyous pour rien. Ou alors, il connaît quelqu'un qui a été victime de Baghdadi. Et quelqu'un qui a été victime d'un méfait de Baghdadi. Donc moi j'aimerais poser la question à Aldosteron, est-ce que Baghdadi, pour que tu puisses le qualifier de voyou, est-ce que Baghdadi t'a volé ou t'a fait subir un préjudice en ce sens, à toi ou quelqu'un que tu connais, qui a subi un préjudice de la part de Baghdadi, ou de son groupe de voyous? Si oui, peux-tu nous donner un exemple pour que tu puisses le qualifier de voyou? Ça me semble logique. Alors, il est en Irak, en Syrie, tu es en France ou en Belgique, en tout cas vraisemblablement en Europe. Je serais fort étonné qu'il t'ait soustrait quelque chose, ou qu'il t'a crevé le pneu de ta voiture, ou qu'il t'a volé ton autoradio, ou que quelqu'un est venu pour... Enfin, c'est assez curieux. Donc, peux-tu nous répondre, pourras-tu à l'occasion de nous répondre à ces questions, qu'est-ce qui te permet de qualifier une tierce personne, à plus forte raison un musulman, qu'on le veuille ou non, de voyou? Et tous les gens qui sont avec lui, de voyous. Est-ce que si tu fais allusion aux 300 millions de dollars qu'ils ont volés dans la banque en Irak? Peut-être que c'est ça. Donc si c'est ça, on pourrait justement, éventuellement avoir une conversation par rapport à ça. Est-ce que c'est du vol? C'est pas du vol? Selon qui? Selon quoi? Comment? Etc. Comment ça fonctionne? Donc là, moi, quand j'entends que tu qualifies une tierce personne, à peu près un musulman, de voyou, et tous les gens qui sont avec lui de voyous, je suppose que si tu as un minimum de moralité et de soucis d'intégrité, etc., donc un minimum de ce comportement qui est propre à tous les êtres humains, tous les êtres humains normaux, tous les êtres humains entre guillemets civilisés, puisque tu critiques souvent la non-civilisation des Arabes, des animaux, des sauvages, etc., etc., etc. Et beaucoup de gens qui t'écoutent sont vraisemblablement des Blancs. Donc tu dois avoir voilà. Donc je suppose que tu as des éléments à nous fournir, puisque tu portes une accusation qui est quand même pas rien, à savoir que c'est un voyou, et tous les gens qui sont avec lui sont des voyous. Que t'a-t-il volé personnellement à toi? T'a-t-il volé quelque chose à toi personnellement? Ton autoradio dans la voiture, il t'a crevé un pneu, ou quelqu'un que tu connais, ou a-t-il volé quelque chose ailleurs dont tu pourrais nous donner davantage d'informations pour qu'on puisse nous aussi le qualifier et ne pas être induit en erreur de voyou. Voilà. Donc à l'occasion, je serai tout à fait... on attend ta réponse. Sinon, c'est un mensonge et une calomnie, et comme c'est fort fréquent, entre autres sur le net. Mais émanant de quelqu'un qui tire à boulet rouge sur les Arabes, les Algériens en papier, Khalid Boualid et patati et patata, et que le français, machin, etc., etc., voilà, l'axe du mal et l'axe du bien, selon ta conception, ça laisserait à supposer que tu n'es pas très regardant en cette matière, c'est-à-dire en matière de moralité, en matière d'accusation. Ça laisserait à supposer que tu n'es pas fiable dans ce que tu dis, ça laisserait à supposer que tu as un parti pris. Et là, forcément,
ta personne, on prendrait, pour ceux en tout cas qui t'accordent un crédit. Tu n'es pas, on n'écoute pas que les musulmans. Donc moi personnellement, je peux t'écouter, entendre ce que tu as à dire, mais si je me rends compte que tu dis tout et n'importe quoi et que tu as un parti pris, j'ai plus aucun intérêt à t'écouter. Ça me semble logique. Par contre, même si tu n'es pas musulman et que tu es anti-musulman, ça ne me dérange strictement pas. Si tu dis des vérités comme tu en as dites dans d'autres vidéos, j'écoute, je suis preneur. Je suis tout à fait preneur. Donc moi, je ne suis pas dans ces cases-là, à savoir que voilà, dans l'esprit sectaire, c'est que nous qui avons la vérité, tout le reste de l'humanité est dans l'erreur. Donc, ou bien tu avances à défaut de preuves, des indices sérieux qui justifieraient les propos que tu as tenus. Dans le cas contraire, on en tirera les conséquences logiques qui en découlent. Ça, c'est le deuxième point. Ensuite, on nous dit aldostérone. Ensuite, on nous dit, et ça, c'est ce qui m'a choqué le plus dans l'ensemble de ta vidéo. Je répète mot pour mot ce que tu as dit. Il y a des sources, d'après les livres, sources de livres sacrés de l'islam. D'après les sources les plus solides, toute personne qui se déclare émir des croyants est un mankouh. Donc, tu nous parles de livres, de sources sacrées de l'islam. De sources sacrées de l'islam. D'après les livres solides, de sources sacrées de l'islam. Dans l'islam, il n'y a pas de livre sacré à part le Coran. Les livres de la Sunna, ce n'est pas des livres sacrés. On considère que ce ne sont pas des livres sacrés. Le seul livre sacré pour nos autres musulmans, c'est le Coran. Le Coran. En dehors du Coran, le livre de la Sunna, ce qu'on attribue aux prophètes, etc., ce sont des livres écrits par des hommes. Rédigés, compilés, etc., par des hommes. Le seul livre qui n'a pas été écrit par un homme est le Coran. Donc déjà, tu nous parles de livres sacrés, on ne sait pas lesquels. Et d'ailleurs, inutile de perdre son temps à les chercher, puisqu'il n'en existe pas. Il n'y a qu'un seul livre. Donc déjà, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu emploies le pluriel. Mais c'est pas le plus important. C'est peut-être une erreur de... Tu nous dis, toute personne qui se déclare émir des croyants est un mankouh. Mankouh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser. Pour être poli, il y en a un qui se déclare musulman et qui se fait sodomiser. Il n'y en a pas un qui s'est déclaré émir. Donc je répète, pardon. Mankouh, pour la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser. Pour être poli, il n'y en a pas un qui s'est déclaré émir des musulmans et qui ne s'est pas fait sodomiser en cachette. Et tu conclus, mais le but de la vidéo, mais ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc tu nous dis que, d'après les livres sacrés de l'islam, les sources les plus solides, toute personne qui se déclare émir des croyants est un mankouh. Toutes les personnes qui se déclarent émir des croyants, émir el-mouminin, est un mankouh. Et mankouh, tu nous donnes la définition, l'explication, qu'est-ce que c'est un mankouh? Mankouh, par la petite histoire, c'est quelqu'un qui se fait sodomiser. Pour être poli, il n'y en a pas un seul qui s'est déclaré émir des musulmans et qui ne se faisait pas sodomiser en cachette. C'est extrêmement grave ce que tu dis. C'est de la provocation, c'est du blasphème, c'est tous les qualificatifs qu'on peut trouver de sale. Puisque tu préjuges de tous les califes qui sont venus et qui éventuellement viendraient, notamment tu te bloques, tu te focalises sur Baghdadi, que tous se sont fait sodomiser. Tous. Ceux qui ont existé et ceux à venir. Tous. Il n'y en a pas un. Tu dis il n'y en a pas un qui ne s'est pas fait sodomiser. Tous. Premier point. Deuxième point, tu dis qu'il n'y a pas eu un émir des croyants qui est venu qui ne s'est pas fait sodomiser. Donc si je comprends bien tes propos, ceux qui sont venus après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, sont compris dans ce que tu dis. Ils sont compris dans ce que tu dis. Parce que eux, c'était des Amir el-Mouminin aussi. Abu Bakr, Khalif Rasulillah, le successeur de l'envoyé de Dieu. Peu importe le qualificatif. Omar ibn Khattab, Amir el-Mouminin. Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, Amir el-Mouminin.
même si d'autres l'appelleraient autrement, c'est le commandeur des croyants, c'est le prince des croyants. Il est en train de nous dire que tous sont fait sodomiser. Tu dis mot pour mot, il n'y en a pas un qui s'est déclaré Amir des musulmans, donc Amir al-Muslimin, Amir al-Mouminin, chef des croyants, qui ne s'est pas fait sodomiser en cachette. C'est très grave ce que tu dis. Alors, d'un côté, tu donnes des leçons de moralité, tu critiques les autres, etc., etc., qui, d'emblée, qui, de l'intention, c'est bien de dire que les Arabes, ils sont pas ceci, etc., et c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Mais de dire ce que tu dis là, je veux dire, tu te comportes pire que ceux que tu critiques. Puisque non seulement c'est faux, c'est complètement faux, c'est complètement stupide. Je sais pas d'où t'as sorti ça, je sais pas d'où t'as sorti ces conneries. Il n'y a pas un seul émir des croyants qui je sais pas d'où t'as sorti ça. C'est vraiment... et c'est complètement faux, c'est sale. Et on a l'impression que ta volonté étant de discréditer la fonction de Amir el-Mouminin. Parce que tu dis tous. Comme si ta volonté, c'est de critiquer le statut. Il ne faut pas qu'il existe des Amir el-Mouminin. Il faut qu'il existe des présidents, il faut qu'il existe des rois, il faut qu'il existe tout ce que tu veux, mais il ne faut pas qu'il existe des Amir el-Mouminin. Pour la simple bonne raison qu'ils se font tous sodomiser. Donc ce que tu dis, c'est comme... Et je comprends pas, parce qu'après, vous allez vous plaindre que d'autres personnes viennent à se comporter de façon pas très agréable avec vous. Vous les insultez, vous les calomniez, vous dites tout et n'importe quoi, et ensuite, vous allez faire des vidéos pour critiquer les Algériens, les Tunisiens, les Arabes, les musulmans. Ils sont pas ceci, ils sont pas cela, voilà, ils savent pas se comporter, c'est des animaux. Mais alors, vous les provoquez. Parce que là, c'est pas une vérité, c'est faux. Encore, c'est une vérité. Si c'est réellement une vérité, on se doit de l'accepter. Mais dire des choses comme ça, faut être payé pour dire des choses comme ça. Il faut être payé. Il faut être payé. Et tu conclus par ces mots, mais c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc le fait que tu as parlé de Mankouh, tu conclus ensuite en disant « mais c'est pas le but de la vidéo ». Ben si, moi j'ai l'impression que c'est le but de la vidéo, justement. Puisque dans le reste de la vidéo, il n'y a rien. Dans le reste de la vidéo, il n'y a rien. Donc justement, moi j'ai comme l'impression que c'était justement le but de la vidéo, puisque c'est quand même le sujet, c'est quand même l'info principale. Tu nous apprends, entre guillemets, que tous les amirs des Mominines se font sodomiser. Donc c'est quand même l'info principale. Et principale, c'est-à-dire voilà, c'est entre guillemets le pavé dans la mare. Voilà, je veux dire, les gens quand ils écoutent ça, c'est ce qu'ils vont retenir de ta vidéo, qu'on le veuille ou pas. C'est ce que n'importe quelle personne normalement constituée va retenir ça. S'il prend il prend ça au sérieux, ou il s'interroge, ou il n'est pas du tout d'accord, comme je suis moi, c'est quand même, dans tous les cas de figure, ce qu'on va retenir ta vidéo. Et à mon avis, c'est justement le but de ta vidéo. Tu prends les devants en disant « mais c'est pas le but de la vidéo ». Mais en vérité, je suis intimement persuadé que c'est le but, et tu le sais de ta vidéo, d'insulter les gens de ce que tu les as insultés. C'est le but principal de la vidéo. Voilà, Donc voilà le premier exemple, enfin le premier extrait, pardon. Nous allons écouter le deuxième extrait, frères et sœurs, qui commence à 9 minutes 51 et qui termine à 10 minutes 46. Donc écoutons le deuxième extrait si vous voulez bien, et à suite, Inch'Allah. La ligne de fracture algérienne qui fait qu'aujourd'hui, on a des Algériens de papier qui ne reconnaissent pas notre pays et qui sont prêts à nous massacrer jusqu'au dernier pour prêter allégeance à un type qui ne savent même pas son vrai nom. Eh ben, cette ligne de fracture s'est créée en 30 ans. C'est ça qui est terrible. Elle s'est créée en 30 ans.
T'arrives pas à croire qu'en 30 ans, tu puisses créer une ligne de fracture si forte que les uns veulent massacrer les autres. Eh ben, mes amis, avec la mentalité islamiste, c'est arrivé. Donc, nous nous retrouvons avec des Algériens de papier. Solution, je suis encore sous le choc de cette vidéo, je suis sous le choc encore de cette découverte. Je découvre que ces gens ne peuvent devenir les nationaux d'aucun pays. Alors, dans le deuxième extrait, il dit on a affaire à des Algériens en papier, qui ne reconnaissent pas leur pays et qui sont prêts à nous massacrer jusqu'au dernier pour un type, ils prêtent allégeance à quelqu'un qui ne connaissent même pas son vrai nom. Ligne de fracture en 30 ans. Avec les islamistes, c'est arrivé. Nous nous retrouvons avec des Algériens de papier. Donc il a l'air exacerbé, hein, il souffle, on voit bien dans la vidéo, il a l'air perturbé. Je suis sous le choc de cette découverte. Je découvre que ces gens ne peuvent devenir des nationaux d'aucun pays. Fin de citation. Alors là, qu'est-ce qu'il nous dit dans cette vidéo, dans cet extrait? Il nous dit on a affaire à des Algériens en papier qui ne reconnaissent pas leur pays. Donc ce qu'il avait dit précédemment, et qui sont prêts à tous nous massacrer. Jusqu'au dernier. Pour un type, ils ont prêté allégeance à quelqu'un qui ne connaissent même pas son vrai nom. Alors, encore une fois, alors bien sûr, il est dans la caricature totale lorsqu'il dit qu'ils sont prêts à nous massacrer, comme si il est dans la caricature totale. Pour un type qui ne connaisse même pas son vrai nom. Parce qu'il faut croire que lorsque vous connaissez le nom de quelqu'un, ben, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de confiance, c'est un gage de garantie, que la personne est bien, que la personne, vous la connaissez, parce que vous connaissez son nom. Donc lorsque vous connaissez le vrai nom de quelqu'un, ben, ça prouve, c'est un gage de sécurité. Je ne savais pas. Je ne savais pas que le fait que c'était indispensable que de connaître le vrai nom d'une personne qui nous dirige, son véritable nom. Sans quoi, ben, on est des abrutis, on est des fous, on est des... Voilà. Que lorsqu'on connaît le vrai nom du dirigeant, ben, forcément, ça peut que bien se passer. Et d'ailleurs, ça se passe très bien en Algérie. Ça se passe très bien au Maroc, ça se passe très bien dans le pays du monde. Parce qu'on connaît bien les noms de nos dirigeants. Donc, est-ce que ça s'arrête qu'au nom? Est-ce qu'il faut aussi le prénom, la date de naissance? Il faut aussi ce qu'ils mangent, ses déviations sexuelles, ou on se contente juste du nom? Dès qu'on a le nom, c'est bon, c'est réglé. On a affaire à quelqu'un, on connaît son nom, donc c'est bon. Je vois pas, encore une fois, le rapport. Je vois pas le rapport. Les Algériens se reconnaissent plus, certains Algériens en tout cas, se reconnaissent plus dans l'autorité califale, en tout cas sur le principe. On peut contester Baghdadi pour X ou Y raison, on peut contester ceux qui sont passés, comme certains contestent Omar ibn Khattab, d'autres contestent tel calife, d'autres contestent, etc., etc. On peut contester. Mais sur le principe du califat, il y a un certain nombre d'Algériens, comme un certain nombre de Marocains, de Tunisiens, etc., qui se reconnaissent davantage sur le principe du califat que sur la République démocratique et populaire d'Algérie, patati et blablabla et blablabla. Est-ce que c'est un mal? Est-ce qu'on peut considérer que ces gens font du mal, ces gens sont fous, ces gens sont... À mon humble avis, non, je ne pense pas. Après qu'ils connaissent le vrai nom du calife, son véritable nom, c'est-à-dire avoir la photocopie de sa carte d'identité, ou à défaut de sa carte de résidence, est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est une clause que le Coran ou la Sunna émet? À savoir, vous devez connaître le véritable nom. C'est hors contexte ce que raconte l'aldostérone. Si les gens en Algérie ils connaissent pas le véritable nom du calife et qu'ils se reconnaissent plus dans le calife que chez Bouteflika, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que réellement que c'est une bonne chose.
Je vois pas, sincèrement, je sais même pas pourquoi. J'arrive même pas à comprendre le sens de ses propos. J'arrive pas à comprendre. D'ailleurs, comme le reste de ses propos, j'arrive pas à les comprendre. On n'arrive pas à comprendre. J'ai beau m'interroger, le nom, pourquoi le prénom, pourquoi, en quoi, mais je comprends pas. On ne comprend pas, on sait pas. Comme si ça allait changer quelque chose, comme si c'était... Enfin, je comprends pas. Par contre, connaître le nom de Boutef, c'est bien. La République démocratique et populaire de l'Algérie, c'est bien. La République française, avec ce qui se passe, c'est très bien. Ça leur cause absolument aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ce qui les dérange, c'est ne pas connaître le nom du calife. Voilà, c'est ça qui les dérange. Mais voilà, c'est ce qui les dérange. Je ne comprends pas. Ensuite, il nous dit une ligne de fracture en 30 ans. Avec les islamistes, c'est arrivé. Il a constaté qu'il y a eu une ligne de fracture qui s'est réalisée en 30 ans. Et c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai, il y a une ligne de fracture qui a fissuré la société algérienne, qui date d'environ 30 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, elle ne date pas de 30 ans, elle date depuis l'époque du prophète Mohammed. La première ligne de fracture qui a existé, c'était bien à l'époque du prophète. Lorsqu'on voyait d'un côté le prophète et des compagnons combattre les polythéistes, et les non-musulmans, et que dans ces polythéistes et ces non-musulmans, il y avait des gens qui faisaient partie d'un côté et de l'autre de la même famille. On avait le père d'un côté et le fils de l'autre, le fils d'un côté et le père, l'oncle, etc. Ils se combattaient. Donc la ligne de fracture, elle a commencé là. Elle date pas depuis 30 ans. Elle date pas depuis 30 ans. Je pense qu'il n'a pas capté. Je pense qu'il manque des pages dans son livre. Il manque des pages c'est que simplement que ça avait disparu. Ça avait disparu par quoi? Ça avait disparu par l'islam traditionnel qu'on a fabriqué et qu'on a imposé. L'islam couscous. L'islam merguez. L'islam Louis F, l'islam l'islam Tariq Ramadan, l'islam Hassan Hussein, voilà, l'islam couscous. Voilà. Et qui existe, qui est fort présent encore, et qui disparaît au fur et à mesure, enfin qui perd du terrain au fur et à mesure, puisque on voit bien aujourd'hui l'Aïd, les gens ils font tous l'Aïd, mais d'un côté, pour être vulgaire, ils s'en foutent de ça, ils font l'Aïd, ils font leur... Bon, voilà, c'est l'islam couscous. Tout le monde l'a bien compris. Et donc cet islam couscous, dont Aldostaron serait probablement un adepte, ou tout du moins n'aurait rien contre l'islam couscous, mais il a un problème avec l'islam, avec les islamistes. Et donc la ligne de fracture qu'il évoque, elle vient du prophète. C'est la première fois, c'est là où on a eu une ligne de fracture, où la société a été fissurée, comme je viens de l'expliquer. Et ça a perduré pendant un moment, ça a disparu pendant un moment, et c'est revenu depuis 30 ans d'Algérie, où les Algériens, un certain nombre d'Algériens s'identifient non pas selon le drapeau, selon la race, en disant lui il est algérien donc il est mieux que le marocain, il est mieux que le tunisien, c'est un algérien, et donc voilà, je serai plus ami avec lui qu'avec le marocain ou avec le tunisien, et donc etc. Le nationalisme, le drapeau et le nationalisme, et donc voilà, cet esprit nationaliste, sectaire, etc. Et donc il y a des Algériens qui, depuis 30 ans, ne s'identifient plus à ça. Ils s'identifient au Coran et la Sunna. Donc ils font la fracture qui a existé à l'époque du prophète. À savoir que c'est pas parce qu'il est algérien comme moi que c'est mon frère, ou que je vais l'aimer plus que j'aimerais un Français, ou que j'aimerais un Espagnol, ou un Cubain. C'est pas parce que c'est un Algérien comme moi qu'il est forcément bien, que ceci, que cela, que ceci, que cela. Point. Donc voilà cette ligne de fracture dont on fait allusion à Aldostaron. Et ça, on peut pas le... Je veux dire, dans ce cas-là, vous voyez, enfin, je veux dire, c'est noble. Après, bien sûr, que certains le manifestent de façon désagréable, etc. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est les gens qui traitent les sujets à leur façon, ne sont pas diplomates, etc. Mais sur le principe même,
où on doit s'identifier non pas à l'origine de la personne, non pas à la couleur de la personne, non pas à la richesse de la personne, non pas à l'apparence de la personne, mais au fait que le monde se divise en 3 catégories, les musulmans, les gens du livre et les non-musulmans. Voilà. Il n'y a pas d'Algérien, il n'y a pas de... Un Algérien non-musulman et sur le même pied d'égalité qu'un Français non-musulman. Un Français musulman, voilà, tout le monde connaît ce principe des bases de la religion. Donc cette ligne de fracture dont fait allusion Aldosterone, ben voilà, il est à côté. Troisième et avant-dernier extrait. 10 minutes 47, 13 minutes 09. On l'écoute et à tout de suite, Inch'Allah. Je découvre aussi que cette ligne de fracture est très particulière parce que, vous savez, quand tu as une ligne de fracture d'indépendance, quand tu as des gens qui, par exemple, sont des indépendantistes parce qu'il y a eu une annexion qui a été controversée ou discutée comme toutes les annexions de l'histoire, tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Il y a même des indépendantistes qui ont des noms de rues. Des rues portent leur nom, ou des écoles ou autre. Gandhi, avant d'être un terroriste, c'était un indépendantiste. D'accord ? Maintenant, le problème que nous avons avec ces gens-là, c'est que il ne s'agit pas d'indépendantisme politique. Il ne s'agit pas de quelque chose de cette nature-là, parce que l'indépendantiste, du moment que tu lui donnes sa zone, tu dis bon, casse-toi, on se sépare, tu peux trouver une sorte de paix, une sorte de dialogue avec lui. Ces gens-là, non. Ces gens-là, même si on traçait, même si on coupait l'Algérie en 2, par exemple, et on leur donnait la moitié du pays, on leur dit faites ce que vous voulez, voici, ça, c'est à vous, faites ce que vous voulez, créez un État islamique, décapitez-vous, faites la fête, tuez des gens. Ils n'accepteraient pas. Ils n'accepteraient pas. Ils viendraient nous attaquer. En fait, pour eux, il faut tuer toute l'humanité, en fait. Il faut tuer toute l'humanité jusqu'au dernier. Et ça, c'est malheureusement un discours qu'on entend. Alors bon, le pauvre occidental, dans sa naïveté et sa vision rose du monde, hein, vision que des fois je l'envie de l'avoir, entend ce discours-là que depuis relativement peu de temps. Avant, on évitait de l'exposer à ce discours-là parce que généralement il n'était pas réceptif, ou généralement il en était trop loin. Mais je parle à beaucoup d'Algériens et ce discours-là de l'islam qui dominera le monde, l'islam qui, moi je l'entends depuis que j'étais tout petit. Ça date pas d'hier. C'est un discours qui a toujours existé de manière explicite ou implicite. C'est toujours un discours qui a été raconté. Dans cet extrait, qu'est-ce qu'il nous dit, frères et sœurs ? Il nous dit, il y a des indépendantistes qui, tu leur donnes le truc, tu peux comprendre. Eux, non. Il y a des indépendantistes, tu leur donnes le truc, tu peux comprendre. Eux, non. Le problème, eux, ils veulent massacrer tout le monde. Le problème avec eux, c'est qu'ils veulent massacrer tout le monde. On leur donne la moitié du pays. En fait, pour eux, il faut tuer toute l'humanité jusqu'au dernier. Le pauvre occidental qui entend ce discours que très récemment, alors que c'est très ancien, l'islam qui a dominé le monde. Alors, dans ce passage-là, il nous parle, encore une fois, donc des Algériens, en nous disant que le problème avec les Algériens, les islamistes algériens, c'est qu'ils veulent massacrer tout le monde. Ils veulent massacrer tout le monde. Le problème avec eux, c'est qu'ils veulent massacrer tout le monde. Même si on leur donne la moitié du pays, en fait, même si on leur donne la moitié du pays, ils veulent massacrer tout le monde. Donc, si on leur donne la moitié du pays, on leur dit, allez-y, faites votre truc là-bas, etc. Non, ça ne les intéresse pas. Ils veulent massacrer tout le monde. Donc, ils se lèvent le matin avec l'idée qu'il faut tuer aujourd'hui, il faut massacrer tout le monde. En fait, pour eux, il faut tuer toute l'humanité jusqu'au dernier. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait les Algériens islamistes se lever le matin
pour massacrer les gens. Parce que c'est ce qu'il nous dit. Le problème avec eux, c'est qu'ils veulent massacrer tout le monde. Tu leur donnes la moitié du pays, ils n'en veulent pas, ils veulent massacrer tout le monde. En fait, pour eux, il faut tuer toute l'humanité jusqu'au dernier. Donc il faut tuer toute l'humanité jusqu'au dernier. Je pense qu'il est inutile de commenter ces propos. Je pense que tout le monde l'a bien compris. C'est pas sérieux de parler comme ça. C'est pas sérieux c'est pas correct. C'est pas correct parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on est anti-musulman, parce qu'on est anti... et de dire... tenir ce... Même Marine Le Pen, elle n'a pas tenu ses propos. Même Marine Le Pen, elle n'a pas tenu ses propos. Bon, ça peut se comprendre. Elle se dit que si elle tient ses propos, elle risque d'être ridiculisée. Et forcément, pour quelqu'un qui a vocation à devenir présidente un jour, elle a quand même une image à sauvegarder, à préserver. Elle ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Aldosteron, lui, non. Il peut dire tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Ça, c'est des propos qui sont je sais pas, moi. Je sais pas comment on peut qualifier ces propos. Dire que les Algériens islamistes, ils veulent massacrer tout le monde, toute l'humanité, et qu'ils se lèvent le matin en se disant il faut que je tue le maximum de personnes, et leur but c'est de tuer toute l'humanité entière, ça se passe de commentaires. Et ça en dit assez long sur la crédibilité d'Aldosteron. Dernier extrait, quatrième et dernier extrait, frères et sœurs. Il commence à 13 minutes 16 et il termine à la fin de la vidéo. Donc de 13 minutes 16 à la fin de la vidéo. Écoutons-le et à tout de suite, Inch'Allah. Moi, quand j'étais petit, et puis on me disait l'islam va dominer le monde, et que je voyais que j'avais du mal à trouver des chiottes qui fonctionnaient, j'avais du mal à trouver des chiottes où la chasse fonctionnait normalement, je voyais assez facilement que nous n'allions pas dominer le monde avec la science, avec le savoir, avec la technologie. Hein. C'est pas comme les Japonais ou comme les Chinois disent cette terre-là, ce monde, ces marchés, on va les prendre, on va fabriquer des trucs extraordinaires, on va les impressionner avec notre savoir-faire. Non, c'est pas ça. Hein. Je savais bien que ça allait être de la domination par la destruction. Tu comprends? Des fois, tu rentres dans les chiottes, tu veux tirer la chasse et puis tu... Enfin, je sais pas. Je vais arrêter cette vidéo ici, je pense. Je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde que j'arrête cette vidéo ici. En tout cas, je peux vous dire, si j'avais un pouvoir, ces gens-là, ils n'auraient pas de nationalité. Il faudrait leur retirer la nationalité algérienne. Je leur donnerais un document pour circuler. Je retirerai la nationalité algérienne à eux, à leur famille, à leurs enfants. Ils ne pourront même pas le transmettre à leurs descendants. Et si leurs descendants, dans 3 ou 4 générations, veulent obtenir la nationalité algérienne, il faudrait qu'ils viennent à genoux. Il faudrait qu'ils chantent l'hymne national sur le cœur. Il faudrait qu'ils prouvent qu'ils ont un amour pour ce pays. Il faut qu'ils prouvent qu'ils sont prêts à jouer à la roulette russe pour obtenir la nationalité algérienne. Et à ce moment-là, on leur donnera. Et encore. Enfin, bonne nuit les gens, bonne nuit. Alors là, il nous dit, donc il nous explique voilà, comment il se comporterait vis-à-vis des Algériens, voilà, pour leur donner la nationalité aux Algériens islamistes. Si j'avais un pouvoir, ces gens, donc les musulmans algériens islamistes, n'auraient pas de nationalité. Pas de nationalité. Retirer la nationalité algérienne et leur donner un document pour circuler, un papier pour qu'ils puissent circuler. Mais pas de nationalité, pas de carte d'identité, pas de passeport. Ni eux, ni leurs descendants. Au moins 3-4 générations. S'ils veulent obtenir la nationalité algérienne, il faut qu'ils viennent à genoux. À croire qu'ils vont à l'église. À croire qu'ils vont... enfin... Je sais pas, il semblerait qu'il a une je sais pas s'il ne confond pas avec les États-Unis, parce qu'il semblerait qu'il a une image de la nationalité algérienne. On dirait qu'il parle je sais pas,
Et il faut qu'il chante l'hymne national, la main sur le cœur. Il faut qu'il chante l'hymne national, la main sur le cœur. Ou il faut qu'il joue à la roulette russe. Et encore. Il n'en est pas sûr. C'est seulement à toutes ces conditions-là que peut-être, il donnera la nationalité algérienne à un Algérien. Donc un Algérien qui est algérien, peut-être avant lui, peut-être plus que lui, par sa présence en Algérie, ses ascendants, par plein de choses. Et peut-être plus algérien que lui. Si cet Algérien islamiste veut sa carte d'identité ou son passeport, il est hors de question. Il va juste lui donner un bout de papier pour circuler. Et s'il la veut, il faut qu'il se mette à genoux, il faut qu'il chante l'hymne national, la main sur le cœur, ou alors il faut jouer à la roulette russe pour prouver son dévouement au drapeau algérien. Et encore, il n'en est pas sûr. Il faut qu'il réfléchisse. Voilà, le mec il vient, l'Algérien vient, voilà, je suis fier d'être algérien, je te le prouve, dans mon pistolet, met une balle dedans, et je tire, je t'ai prouvé que je suis vraiment un patriote. Voilà, ou alors je me mets à genoux, je chante l'hymne national. Et encore, il priverait 3 ou 4 générations de la carte d'identité et du passeport algérien. Si ça, c'est pas du shirk, c'est quoi? Si ça, c'est pas du shirk, c'est quoi? Si un musulman, qu'il soit algérien, tunisien, norvégien, suédois, chinois, accepterait de prendre un pistolet et de se mettre sur la tempe pour prouver son amour au drapeau, à la patrie, il serait prêt à se mettre une balle dans la tête, ou il se met à genoux, voire même prosterné, pour être sûr, parce qu'il n'est pas sûr de la donner dans ces conditions-là. S'il se met prosterné, peut-être qu'il sera un peu plus sûr. Il se prosterne devant le drapeau. Si ça, c'est pas du shirk, c'est quoi? On se demande, doit-on nous demander du bon sens de l'aldostérone? Mais j'aimerais terminer cette vidéo, frères et sœurs, par une petite remarque, par un petit commentaire, par un petit rappel. Vous savez, frères et sœurs, il n'y a pas un jour qui passe à la télévision, et depuis 2001, les attentats, surtout 2001, ça s'est relancé avec Baghdadi, parce que ça s'était plus ou moins calmé. Mais avant 2001, il y avait aussi ces problèmes. En fait, ces problèmes de la question de l'islamisme et des médias occidentaux, en France, en Europe, datent depuis ce qu'on appelle les événements d'Algérie, le GIA. Donc je crois que c'était les années 90, si ma mémoire est bonne. Et depuis ce moment-là, depuis cette période-là, on n'a pas arrêté, il n'y a pas un seul jour qui passe sans qu'on insulte l'islam, voilà, on parle de terrorisme islamiste, etc., etc. Donc ça a commencé depuis les événements en Algérie, ça s'est un petit peu calmé, c'est reparti avec les attentats de 95, Boualem Ben Saïd, Ait Ali Belkacem, etc. Ça a un petit peu diminué, c'est reparti en 2001, c'est remonté en flèche, ça a stagné avec Ben Laden, etc., ça a stagné, et c'est reparti en flèche avec Baghdadi. Et depuis cette période-là, donc depuis les événements en Algérie, le GIA, etc., les médias occidentaux n'ont pas arrêté de dire la guerre contre le terrorisme, le danger du terrorisme, etc., etc., etc. Donc ce que tout le monde sait. Il y a quand même quelque chose d'assez étonnant, quand même quelque chose d'assez particulier dans cela. Puisque il est établi que des attentats qui ont été commis en rapport avec les événements en Algérie ont été commis par la sécurité militaire algérienne sur le territoire français. Ali Touchen, et ce qui a été dit dans les médias français, notamment dans Libération, etc. Les déclarations, des aveux, etc.
Mais ça a été peut-être davantage, puisqu'il y aurait une complicité d'un certain nombre d'autorités, d'un certain nombre de personnages dans le gouvernement français qui a été complice de ces manœuvres. Une rencontre qui intervient au moment où sort en France un livre qui met en cause la nature des liens entre les deux pays. Les auteurs de cette enquête accusent les autorités françaises d'avoir couvert des opérations des services secrets algériens ces 10 dernières années, notamment dans des affaires de terrorisme. Jean-Yves Serrand et Marc Doux. En 1993, 3 fonctionnaires français étaient enlevés à Alger par des islamistes armés. Libérés, ils sont mutés depuis aux îles Fidji. Aujourd'hui, les auteurs les ont retrouvés et affirment que l'opération était montée de toutes pièces avec la France. Avec le gouvernement algérien, concernant les attentats en France, pour des raisons qui ont été évoquées. C'est une chose. Donc, il y a un gros problème avec les musulmans, le terrorisme, etc. La mort, le sang, les bombes. Ok, très bien. Et à l'Ostérone, il en est un exemple parlant, un exemple clair, puisque dans un certain nombre de ses vidéos, il n'est pas le seul, hein, il n'a que trop, ben, ils sont là à taper sur le musulman, l'islamiste, le méchant islamiste, davantage si c'est un arabe, et davantage encore si c'est un algérien. Donc à lui taper dessus. Les islamistes, c'est des sauvages, ils tuent, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela, bref. Ok, très bien. Ces gens me semblent animés par le souci de la justice, par le souci du sang, de préserver le sang des innocents, le sang de l'être humain, la violence, etc. Ils sont contre tout cela. Ce sont des gens qui qui veulent pas qu'il y ait de sang. Ce sont des gens normaux, des gens qui ils veulent pas que des innocents ils meurent, ils veulent pas que des gens souffrent, etc. Ce sont des humanistes. Ce sont des gens, voilà. Bon, c'est bien. C'est bien. Alors moi, j'aimerais leur poser une petite question. Puisqu'on est en France, on va parler de la France. Puisqu'il s'agit d'Aldosterone, qui nous fait une démonstration dans cette vidéo, et notamment dans d'autres, notamment celle de Khalil Boualid, où il nous parle d'un viol, etc. Donc, ce qui l'a choqué. Donc, j'aimerais lui poser une question. Depuis les événements en Algérie, des années 90, à aujourd'hui, combien il y a eu d'attentats en France? Combien il y a eu d'attentats en France? Je ne vais même pas chercher à les compter. Combien il y a eu de victimes d'attentats en France? 95, dans les revers, Boualem Ben Saïd Ali Belkacem, il y a eu, je crois, 8 morts et des blessés. Il y a eu l'affaire Mera. Il y a eu d'autres... Il y a eu combien? Comme ça, en gros, comme ça. Il y a eu combien de morts victimes des actes terroristes en France depuis les années 90? On va dire, allez, pour pas se tromper, pour être sûr d'être dedans, pour pas oublier des victimes, une trentaine. Environ une trentaine. 8, plus 6 ou 7... je ne sais pas, il doit y en avoir encore 3 ou 4 quelque part, on est plus dans la vingtaine, mais disons une trentaine. Disons même une cinquantaine. Ouais, c'est pas grave, une centaine. Il y a eu 100 victimes du terrorisme depuis 90. 90, 2000, 2010, 2014, bientôt 2015, 25 ans. Depuis environ 25 ans. 30 personnes qui ont été victimes du terroriste islamiste, officiellement. Très bien. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est trop. Des innocents qui meurent, des gens qui souffrent, des familles qui sont détruites, parce que ceci, parce que cela, c'est énorme. C'est énorme. C'est inadmissible, insupportable. Et comme on sait dans le Coran, comme souvent se plaisent à le dire, à le répéter, Dalibou Baker, Tariq Ramadan, et le cercle Zabata, etc., etc. Celui qui tue une âme, c'est comme s'il avait tué l'humanité. Celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. C'est un verset clair. Ok. Très bien. Mais il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. On va dire 100 morts. On a dit 100. 100. 100 hors taxe. Hein, 100 hors taxe. 100 hors taxe, ce que j'appelle hors taxe, c'est-à-dire on ne compte pas les Arabes et les Noirs. Ceux-là, ils ne sont pas importants.
Donc, ce qu'on dit je dis sans hors taxe. Ceux-là, on les compte pas, ceux-là. Ceux-là, ils peuvent mourir. On a bien vu comment on les traitait, etc., etc. Donc, sans, il faut que ce soit des blancs. Donc, sans hors taxe. Ok. J'ai fait une petite recherche rapidement sur ce qui se passait en France. J'ai fait une petite recherche rapidement sur ce qui se passait en France. Alors, en France, il y a 40 000 enfants qui disparaissent chaque année en France. 40 000 enfants. Dans ces 40 000 enfants, parmi ces disparitions, il y a aussi les cas d'enfants enlevés par l'un des deux parents. Après une séparation, soit environ 500. Donc ce qui fait 39 500 enfants qui disparaissent chaque année en France. 39 500. On ne va pas jouer sur les chiffres. Ne faites pas une vidéo en me disant non, mais c'est pas ça, c'est pas... Il y en a trop. Il y en a trop. Les images sont abominables. Parler du viol d'un bébé, ça paraît... C'est inconcevable. D'un seul coup, on le voit. C'est-à-dire qu'on est obligé de se dire ça existe. Il y a des gens qui violent des bébés. Tu tues les enfants? Comment tu le sais, ça? Parce que j'ai vu. J'ai tué des petits enfants qui étaient des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça, et puis ils leur tombaient la tête. Il s'agit de ce qui composera le premier CD-ROM qui désinvente, se révélant contenir 8500 photos environ. Ces photos mettent en scène tout d'abord des enfants dénudés dans des poses suggestives. Puis de très nombreuses photos immortalisent des actes d'attouchement, de viol. Et l'abomination va crescendo jusqu'à des viols de bébés, des scènes de torture allant jusqu'à l'usage de fer à repasser, d'électrodes. L'horreur va jusqu'à la mise à mort d'un enfant par égorgement au couteau. Christian Jambert était un bon gendarme, mais un gendarme sans doute un peu trop zélé. 15 années durant, il a enquêté, recoupé et pisté Émile Louis, convaincu que l'homme détenait le secret de ces jeunes filles qu'on appelait les disparues de Lyon. Convaincu aussi de dysfonctionnements majeurs dans l'enquête judiciaire, il l'avait écrit dès 84 dans ce procès verbal, resté lettre morte jusqu'en 97, où l'instruction semblait relancée. Mais à quelques heures de son audition par le juge, Christian Jambert était retrouvé sans vie, suicidé a-t-on dit, dossier classé. Jusqu'à aujourd'hui, autopsie du corps, concordance d'éléments qui remettent en cause le suicide. Les constatations du médecin légiste laissent à penser qu'il y aurait 2 orifices d'entrée de projectiles au niveau de la tête de la victime. Il faut nous expliquer comment on peut se mettre 2 balles dans la tête d'angles différents et comment surtout on peut ne pas le constater quand on découvre le corps du gendarme Jambert et quand on donne le permis d'inhumer. 39 500 enfants qui disparaissent chaque année en France. Des enfants. Des enfants, c'est des enfants. On peut le qualifier d'anges. D'anges qui se font enlever par des fous, par des traqués, par des gens qui ne doivent pas être de confession musulmane. Ou alors, il doit y en avoir, c'est résiduel. De pédophilie, de torture satanique, satanisme et blablabla, et blablabla, ce ne sont pas des musulmans. Et quand les affaires elles sont traitées comme elles sont traitées, sans suite, et vous connaissez le truc, on sait d'où ça vient, pour l'essentiel. 39 500 enfants environ qui disparaissent par an, des petits anges. Ils sont violés, ils sont torturés, ils sont tués, ça brise des familles, etc., des petits bébés, des enfants. Des enfants. On dit même qu'il y en a chaque jour 150, selon d'autres chiffres. 150. Chaque jour en France, 150 disparitions mystérieuses. 150 disparitions mystérieuses. Chaque jour en France. Combien de personnes tuent le tabac par an? Chaque année, le tabac tue prématurément 60 000 personnes en France par an. 60 000. Très bien. L'alcool est responsable de 49 000 morts en France par an.
49 000 morts, l'alcool. Par an, pas par siècle. 565 homicides par an en France. 665 meurtres ou assassinats par an en France. Soit moins de 2 par jour. Moins de 2 par jour. Un peu moins de 2 par jour. En France, une femme meurt tous les 3 jours de violence conjugale. Tous les 3 jours, il y a une femme qui meurt de violence conjugale. Ce ne sont, pour la grande majorité, pas des musulmans. La plupart du temps, ils les jettent par la fenêtre. La plupart du temps, ils sont jetés par les fenêtres. Comme 3 femmes, en France, une femme tous les 3 jours. Une femme tous les 3 jours. Donc je vous laisse compter. Une femme tous les 3 jours. Combien de viols en France? 10 885 viols. 10 885 viols par an en France. Viols. 26 783 agressions sexuelles. 26 783. 382 000 cambriolages par an. Autrement dit, un cambriolage se produit toutes les minutes et demie. Un cambriolage toutes les minutes. Là, ça fait combien de temps que je parle avec vous? Il a dû en avoir une 50aine. Chaque jour, 21 hommes et 7 ou 8 femmes se suicident en France. Chaque jour, 21 hommes et 7 ou 8 femmes se suicident en France. Tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, il y en a eu 21 et 7 ou 8 femmes. Aujourd'hui, là. Rien qu'aujourd'hui. Ça fait combien? Ça fait 500 000 victimes par an environ. Si on reprend l'alcool, tout ça, ça fait 500 000 en un an. En 10 ans, ça fait 5 millions. 5 millions. Donc on n'est pas loin des 10 millions. Si on compte la période, on la met en parallèle avec la période des islamistes en Algérie, le JIA, le FIS, etc. etc. D'un côté, en France, il y aurait... on a dit 100, hors taxe. On ne compte pas les Noirs et les Arabes. 100 victimes du terrorisme. 100. Les islamistes, les barbares islamistes, ont tué 100 personnes. C'est criminel. En France. Il y en a eu une vingtaine, on va dire 100. 100 personnes. Depuis environ 15 ans, en France. Depuis 15 ans en France, le fléau de la cigarette, de l'alcool, la malhonnêteté conduit à un certain nombre de cambriolages, etc., etc. Il y a eu, on va compter 500 000, 5 millions, allez, 10 millions. 10 millions de victimes. 10 millions de victimes. Pas grave, on va compter 5 millions. 5 millions. 5 millions, et de l'autre côté, on a 20 victimes. 5 millions, et de l'autre côté, 20. 5 millions de personnes qui meurent, et de l'autre côté, 20. 5 millions, 20. Il y a quelque chose qui ne va pas. Où sont ces gens soucieux du bien-être de l'humanité et de surcroît de la nation française? Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors on va me dire, oui, mais eux, ils sont tués. Alors que les autres, ils meurent par alcool, etc. Tous les victimes de l'alcool, du suicide, du tabac, ils ont tous un lien commun, c'est qu'ils sont en rapport avec la religion. Si on appliquait la religion, il n'y aura pas d'alcool, il n'y aura pas de tabac. Et pour certains des témoignages que j'ai entendus ce matin, ils disaient même, ils ont réussi à rétablir l'électricité, ils ont réussi à faire fonctionner la police, ils ont réussi à empêcher la criminalité. Il y en a d'autres qui disent qu'ils interdisent l'alcool, qu'ils interdisent les cigarettes et qu'ils font porter le voile aux femmes. Les gens se suicideraient forcément moins. Il n'y aura pas, en théorie, de viol. Il y en aurait, mais pas autant d'agressions sexuelles, pas autant de cambriolage. Donc tous ces points-là, ils ont un rapport, qu'on le veuille ou pas. Ils ont un rapport avec l'islam. Si la charia a été appliquée, et si les gens étaient musulmans, forcément, il n'y aura pas tout ça. Parce qu'un musulman ne va pas commettre un cambriolage, un musulman ne va pas violer, en théorie, en parlant en théorie. Il y en a qui le font, mais on parle en théorie. Il y a toujours une minorité dans une majorité. Un musulman ne va pas fumer des cigarettes, c'est un haram. Un musulman ne boit pas d'alcool.
Un musulman ne jette pas sa femme par la fenêtre. Il y a un enfant qui meurt tous les 2 jours sous les coups d'une personne, du mari, de la femme, etc. Un enfant, d'après ce qu'on m'a dit, tous les 2 jours. Un enfant. Donc tout ce qu'on a évoqué, il ne faut pas dire que ça n'a pas de rapport avec l'islam, que ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est des morts d'attentats à la bombe ou autre chose par la violence. Ici, c'est des morts par une autre sorte de violence. Ça a un rapport avec l'islam, obligatoirement. Tout ça, c'est un rapport. Puisqu'on se rend compte que si on était dans un système islamique, si ces gens étaient musulmans, ou alors dans un système islamique, bah forcément, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de ça, donc il n'y aura pas ces morts. Mais là, vraisemblablement, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Ce qui nous dérange, c'est ces 10 victimes ou ces 20 victimes. Ce qui nous dérange, c'est Baghdadi, ce qu'il fait là-bas. Parce qu'il tue, c'est un sauvage. Mais ici, non, ça ne vous dérange pas. Il a tué combien de personnes là-bas depuis qu'il est là-bas? On sait pas si, on sait rien de ce qui se passe. Mais on parle. On a vu des vidéos, on a vu, il y a eu des atrocités, c'est évident. Mais on ne sait pas ce qui se passe. Mais ce qui vous intéresse, c'est là-bas. C'est pas chez vous. Chez vous, ça se passe bien. 500 000 morts par an, ou 400 000, ou 300 000, peu importe, ou 200 000, ça n'a aucune importance. Dû à ces fléaux-là, cette folie-là, les viols, etc., les gens qui rentrent dans leur domicile, bref, tout ça, ça ne vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est les 10 victimes en 15 ans, ou les 20 victimes en 15 ans. Ça vous dérange. Ou ce qui vous dérange, c'est ce qui se passe en Irak, mais vous savez rien. Vous savez rien. Bah, écoutez, moi, c'est très simple. Logiquement, on vient voir quelqu'un, on lui propose. Quelqu'un qui est soucieux du sang et du bien-être de l'humanité. Qui est soucieux du sang et du bien-être de l'humanité. On lui dit, écoute, moi je te propose d'un côté un fou furieux, un détraqué, un monstre, qui va tuer 100 personnes par an. Ou alors je te propose quelqu'un en cravate, costume, blablabla, qui va en tuer 500 000 par an. Tu choisis qui? Tu choisis la personne qui va en tuer 500 000 par an, ou tu choisis la personne qui va en tuer 10 par an, ou 20. Qui on choisit? Peu importe le qualificatif, on va pas s'arrêter au qualificatif. L'autre c'est un barbare, mais il n'en tue que 20. Et l'autre c'est un démocrate, costume bien rasé, et il en tue 500 000. Ben, je vais choisir le barbare. Mais on va me dire l'autre, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui les tue. C'est pas lui qui les tue. Lui, il a rien tué. C'est les gens qui fument, etc. Mais c'est eux qui vendent ce poison, l'alcool. Je veux dire, c'est quand même on vend un poison, une drogue, un poison qui tue, mais on dit, c'est au nom de la démocratie, c'est au nom de la liberté. Mais dans ces cas-là, il faut vendre aussi l'héroïne, la cocaïne. Non, mais c'est une drogue. Mais l'alcool, c'est aussi une drogue, puisqu'elle tue 49 000 personnes par an. Donc c'est aussi une drogue. Oui, mais il ne faut pas en abuser, à consommer avec modération. Mais dans ce cas-là, la cocaïne aussi, on peut dire à consommer avec modération. Ou l'héroïne, ou le shit. On peut aussi dire à consommer, je vends de l'héroïne, à consommer avec modération. Tu sniffes une fois par semaine. Tu te shootes une fois par semaine. La personne ne risque pas de mourir. Non, mais c'est une drogue quand même. On ne peut pas autoriser la drogue. Mais l'alcool, c'est une drogue. Parce qu'à partir du moment où il y a accoutumance, à partir du moment où ça tue directement par la maladie ou indirectement par le fait que la personne bourrée va tuer, va violer, va massacrer, je ne sais pas ce qu'il va faire, c'est une drogue. C'est une drogue. 49 000 personnes par an, je ne sais pas ce qu'il vous faut pour encore comprendre que, voilà, là on fait exprès, là on s'aveugle, là on fait exprès. Mais ça ne vous dérange pas, parce que c'est dans, voilà, c'est vos petites salades que vous faites entre vous. Mais c'est une drogue. L'islam l'a interdit à la source. C'est quelque chose qui est nocif pour l'homme, qui engendre des catastrophes, c'est la mère des péchés. On insulte son père, on insulte sa mère, on peut violer sa mère, on peut tuer son fils, on peut... Bref, c'est interdit, il n'y a pas de modération. Il n'y a pas de modération dans la drogue, il n'y a pas de modération dans le poison. Donc ça, c'est du blablabla. Ça, c'est du baratin. Bref, donc, moi je vous pose la question, et à toi, Aldosteron, pourquoi tu ne cherches pas à sauver les 500 000 personnes, ou les 400 000, ou les 300 000, ou les 200 000 personnes qui meurent par an en France? Pourquoi vous vous souciez que de 10 ou 15 personnes? En 15 ans, il y a eu 20 victimes du terrorisme en France. En 15 ans. En 15 ans, il y a eu 10 millions, ou 5 millions, ou 7 millions, ou 8 millions, plusieurs millions en tout cas, de victimes dues à l'alcool, à la drogue, etc., etc. Et qui sont tous reliés
au principe de non-application de l'islam, tous exceptions, mais qui génèrent des profits considérables. Et ça arrange, bien sûr, qui on sait. Ça vous dérange pas. Vous, ce qui vous dérange, c'est les 10 qui meurent. Les 3 femmes qui sont jetées par la fenêtre tous les 3 jours, la femme qui balance par la fenêtre, une femme qui meurt tous les 3 jours, ça vous dérange pas. Ce qui vous dérange, c'est Zoubida qui a pris une baffe de son mari, ou qui va écrire un livre qui a été tapé par un islamiste. Ça vous dérange. Mais la femme qu'on jette par la fenêtre tous les 3 jours, ça vous dérange pas. L'enfant, tout ça, les 50 000 enfants qui disparaissent tous les ans, ou 60 000, ou j'en sais rien, peu importe, ça vous dérange pas. Ce qui va vous déranger, c'est la petite fille qui serait, nous dit-on, contrainte de porter un hijab. Ça vous dérange. Là, vous venez avec vos associations, avec vos blablabla, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Ça vous dérange. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand je vois que la brigade criminelle enquête des années, parce qu'elle a retrouvé un corps dans un endroit, et elle enquête pendant des années pour savoir qui l'a tué, et des millions d'euros, c'est bien. C'est bien, c'est super bien. C'est super bien, j'apprécie. Mais de l'autre côté, il y a 50 000 morts par an. Enfin, je ne sais pas combien. Je ne sais même plus combien. Dû à tout ça. C'est pas grave, c'est pas grave ça. Ceux, ils sont morts, c'est des morts naturelles. On ne compte pas ceux-là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les morts, ils sont tués par violence. Les autres, ils ne sont pas morts par violence. Ils sont morts en buvant de l'alcool, ils sont morts voilà, ils sont morts. La femme a été battue par son mari, c'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie de la vie, voilà. Ce qui nous intéresse, c'est, voilà. Parce qu'on s'aveugle. C'est tout. Parce qu'on s'aveugle. Parce qu'en réalité, le problème du gouvernement avec les islamistes, c'est quoi? Le problème, c'est pas la question du sang. Le gouvernement n'en a rien à foutre des citoyens et du sang des innocents, du sang des victimes. Et ceux comme Aldostérone et les autres, eux, ils ont rien compris. Voilà. Eux, ils n'ont pas réfléchi au problème. Ils sont là à pleurer avec eux et à se lamenter avec eux et à sortir les mouchoirs avec eux. En réalité, le problème, la véritable raison de cette question, c'est quoi? C'est qu'en vérité, le gouvernement, ce qui les dérange, c'est le fait qu'il existe des gens qui veulent mettre un autre système en place. Voilà. C'est ça qui les dérange. Ils veulent garder ce système, qui est un système diabolique, dont ils tirent profit, les élites, etc. Ils n'ont aucun intérêt avec un autre système. C'est ça qui les dérange. C'est pas une question de sang, c'est pas une question d'innocent, c'est pas une question d'enfant qui s'ouvre, c'est une question d'intérêt matériel. Voilà. Les gens qui meurent, ils peuvent mourir par dizaines de millions, on s'en fout. On s'en fout. Pourvu qu'il ne s'agit pas d'une menace qui a pour vocation de venir nous renverser. Et justement de mettre un terme à ce système diabolique qui engendre des conséquences énormes. Voilà. Voilà ma vidéo, donc on se retrouve Inch'Allah pour les autres vidéos comme prévu dans le programme, notamment celle de Khalid Boualid, mais il y en a d'autres Inch'Allah qui sont fort intéressantes. Donc je vous remercie frères et sœurs de votre attention, j'espère que la vidéo a été claire, surtout convaincante. Et en fait j'oubliais, un dernier point que j'oubliais, qui n'a rien à voir avec le sujet, mais j'aimerais savoir la voiture d'Aldostérone, c'est quoi comme voiture? Parce que à chaque fois je la vois et j'ai toujours, je sais pas, une question qui me vient. Je me demande toujours ce que c'est comme voiture, c'est toujours peut-être que... Je sais pas, à chaque fois que je vois une vidéo, je regarde comme ça et je dis mais c'est quoi comme voiture? Donc si à l'occasion il peut nous dire ce que c'est comme voiture, ça m'enlèverait un poids dans ma tête. Bon bref, frères et sœurs, shukran jazilan, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et à bientôt Inch'Allah pour d'autres vidéos. شبت كالنار كبت كالريح قوية شبت كالنار كالنار وقية سارت بالعزم فتية طارت كالصقر أبية طارت كالصقر أبية أهلا قافلتي يا قافلتي المهنية كبت كالريح قوية شبت كالنار وضية
هبت كالريح